Aujourd'hui, l'image est devenue presque banale dans la métropole économique, un tableau sombre qui contribue à laidir davantage le visage de la ville de Douala, déjà pas très reluisante. Robert Chalitok et Thierry Nana. Bonapriso, quartier chic de la ville de Douala, croule sous le poids des monticules d'ordures ménagères. Des tas d'immondices jonchent les rues. Une situation qui s'étend sur toute la voirie urbaine, sous l'œil, parfois pantois, des agents de l'entreprise en charge de la collecte des déchets. La symphonie produite par les mouches sur ces lieux ne freine pas l'activité continue des fouineurs de poubelles. Les Doualais qui en ont marre proposent des pistes de solutions. Pour lutter contre l'insalubrité à Douala surtout, je propose que ISACAM recrute les jeunes dans les quartiers qui vont regrouper la poubelle et ils vont créer un endroit où ces jeunes-là iront verser la poubelle carrément. Là, ça sera plus facile pour ISACAM de ramasser les ordures de façon plus simple et la tâche sera plus légère pour elle. Je pense que si on trouve aujourd'hui que ISACAM ne peut plus faire, il ne sait pas son travail à bonne escient, peut-être une concurrence sera la mieux, ou bien la bonne. En fait, moi je pense que c'est simple, l'État devait trouver d'autres partenaires et jouer son rôle, tout simplement. Douala, ville carrefour, de par sa position géographique, plusieurs facteurs endogènes et exogènes concourent à dresser ce panorama. Pour l'environnementaliste Théodore Ndema, des actions immédiates et urgentes doivent être prises pour faire de Douala une métropole où il fait bon vivre. On souhaite que pour que la ville de Douala soit véritablement propre, il faut que tout entre en ordre. Que la communauté urbaine de Douala assure, à travers la sensibilisation des populations, que l'État règle les factures à temps et que la société d'hygiène et salubrité se redéploie. Parce qu'il faut changer le système de collecte actuel. Il est un peu en déphasage avec la réalité. Avec le boom démographique existant, le système de collecte indirect n'est plus à la mode. Il faut donc passer à un système de collecte direct. Et une fois qu'on va arriver à tout ça, je ne dis pas que Douala va reprendre les lettres de noblesse qu'on avait il y a des années 2000. Mais je dis que Douala sera de mieux en mieux et de plus en plus propre. Pour l'heure, les populations continuent de déverser leurs poubelles à même la chaussée, le bout du tunnel étant lointain. Situation identique, sinon plus grave, à Yaoundé, Alain Ghislain Kanga, la capitale ploie, sous le poids justement de ces ordures depuis quelque temps. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, c'est devenu une mission quasi impossible de marcher dans la ville de Yaoundé sans se heurter à un tas d'ordures. Des amas, d'immondices partagent parfois la chaussée avec les piétons. La ville aux 7 collines connaît des points de dépôt d'ordures qui n'ont pas eu le bonheur de voir un agent ramasseur depuis des semaines. Et si vous êtes à table, attention, bouchez-vous les narines. Yaoundé, ville poubelle, c'est un reportage d'Arnaud Guéfac et André Marindia. Ça pue la mer. La main est sur le nez pour chaque traversée ici au quartier Manguier à Yaoundé. C'est le règne des ordures, les 3/4 de la chaussée sous la colonisation des déchets versés ça et là. Toute une montagne d'immondices créés. Vraiment, c'est très grave ici à Manguier. Mais chaque jour quand j'arrive, je vois la poubelle. Donc c'est comme si Manguier est devenu un dernier quartier, moi je ne sais pas. Un pays qui organise la canne, qui envoie le voisin à canne dans quelques mois. Regardez vous mettez la poubelle. C'est quoi que ce qu'on fait de ça? Manger. Nous n'arrivons pas à respirer. Nous respirons que nous avons des infections pulmonaires dans nos différentes maisons. À cause de quoi? Des poubelles. D'un point à l'autre de la capitale, les ordures dictent leurs lois. Ici, à Ngouakele, lieu dit Bonas, tout baigne dans les odeurs. Un ruisseau constitué d'eau souillée qui coule à partir du bac. Les commerces aux abords payent les frais. Les mouches viennent se poser sur la nourriture, sur la boisson. Donc vous voyez qu'à côté, il y a les gens qui vendent de la nourriture. Il y a les boutiques à côté. Et l'odeur vraiment nous amène déjà des maladies. Ça sent trop. Même moi qui vends la nourriture, je ne peux même pas vendre parce que quand les gens viennent,
On dit que la place est ça. Bon, je ne sais pas ce que je vais même faire. Même quand tu vois, non, voici le sale comme ça qui descend, que ça sort dans la poubelle. Déjà des semaines que les ordures à certains endroits cherchent un leveur en vain. Carrefour Billy, le diktat des déchets sur près de 60 mètres. Et ce n'est pas fini. Ça arrive de partout. On fait qu'ajouter, on ne ramasse pas. Donc je ne sais pas le pourquoi. Ça fait combien de temps que c'est là? Comme ça a même fait 3 semaines. Hein. 3 semaines de cumul, 0 ordure enlevée. Les agents d'Isacam débordés tentent de trouver une raison. Si normalement on pose les bacs, on pose le bac là, on charge. On porte là, on repose encore. Ça ne va pas augmenter comme ça. C'est ça qui fait que comme on charge le bac, ça fait 2-3 jours. Et vous voyez les ordures augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. La faute donc n'est pas aux agents ramasseurs, mais aux transporteurs. Encore que même eux sont victimes de la vétusté de leurs engins. Les camions dérangent. Ce sont les camions qui sont en panne beaucoup. C'est ça qui fait beaucoup de travail comme ça là. La situation n'est pas que mauvaise. Les poubelles pleines, les fous se régalent. Leur restaurant, tout gratuit. Les douaniers, eux, se regardent d'un butin assez particulier sur lequel ils viennent de mettre la main. Dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces phoniques, une cargaison de dents de lion vient d'être saisie dans la ville de Yaoundé. Un passager en route pour la Chine a été stoppé net par les éléments de la douane en Simalène. Plus de précisions avec Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Sur cette table, des dents de lion saisies à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La douane a intercepté cette cargaison chez un passager de nationalité chinoise en route pour la Chine avec transit à Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons procédé à cette saisie après avoir observé une image sombre au niveau du scanner. Nous avons fait appel au passager en question à la fouille manuelle de son bagage en soute. Nous avons découvert qu'effectivement il y avait des dents d'éléphant, des dents de lion dans ces bagages. C'est au total 15 dents d'au moins 4 lions adultes abattus au Cameroun en violation de la loi phonique de 1994 qui protège certaines espèces animales. Cela va sans dire que si on se retrouve en face des dents d'un lion, ça veut dire que ce lion a été forcément assassiné. Et c'est une infraction qui est prévue et réprimée par la réglementation en vigueur. La subdivision commerciale des douanes de Yaoundé-Simalène a mis le passager détenteur de ces dents de lion à la disposition de la police pour exploitation. Allons au quartier Simbok à Yaoundé, un rocher fissuré menace la vie des riverains au lieu dit à Kokndoué 2. Baptisé rocher des chauves-souris, il pourrait dévaster toutes les habitations construites en dessous en cas d'écroulement. Le ministre de l'administration territoriale et les autorités de la ville sont descendus sur les lieux, touchés du doigt la gravité de la situation. Karl Mezatachoya et Aminou Aliou. Sur les collines d'Akondoué 2, situé en plein cœur de l'arrondissement de Yaoundé 6e, ce rocher baptisé par les populations rocher des chauves-souris. La fissure qui le divise en deux ne cesse de s'agrandir au fur et à mesure que le temps passe. Un véritable danger pour les habitants, surtout ceux qui vivent juste en dessous. Constat fait par le ministre de l'administration territoriale, les autorités de la ville ainsi que les spécialistes, notamment la protection civile, le génie militaire, les soldats du feu descendus sur le site ce 8 mai faire une évaluation rapide de la situation. Et cette fissure est déjà grande et ça s'élargit davantage. Nous allons dresser le rapport au chef de l'État et il donnera des orientations et ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de gérer le problème vont s'atteler à cette tâche. C'est une zone à risque pour les populations. Paul Tangandji leur recommande la prudence pour leur sécurité, mais pour lui, l'idéal serait de quitter les lieux en attendant les travaux. Les gens sont allés construire en bas du rocher, c'est extrêmement dangereux. Donc il faudrait que les populations soient extrêmement prudentes. Nous allons voir ce que les études vont donner, mais ce qui est évident, le chef d'État, je suis certain, convaincu, qu'il donnera des instructions à qui de droit pour régler le problème le plus rapidement possible.
Objectif visé, sauver des vies. En politique, rideau sur la session de plein droit du Sénat. Intervenant après l'élection et la nomination des sénateurs, cette quinzaine a permis de mettre la deuxième mandature sur orbite. Et Rodrigue Tanguay passe au laser les 2 semaines de course contre la montre. Top chrono. 15 jours chrono. Les événements se sont déroulés entre le 24 avril et le 8 mai. Le temps pour les sénateurs de la deuxième législature de mettre tout en route. On est parti au palais de congrès de Yaoundé par l'accueil des élus et nommés par le doyen d'âge et les 2 autres membres du bureau provisoire. Plus tard, avec l'appui de 4 commissions, ce bureau d'âge procède dès le 26 avril à la vérification des mandats. 16 sénateurs élus et nommés, concernés par les incompatibilités, annoncent leur démission des charges encombrantes. Le 2 mai dernier, les mandats des 100 sont donc validés, toujours sous la baguette du bureau d'âge et de l'administration parlementaire que tient le secrétaire général. Le président de la Chambre est élu. À son tour, il préside l'élection du reste du bureau de la deuxième législature. Pas de changement majeur. La candidature de Marcel Niat, proposée par le RDPC ultra-majoritaire, est plébiscitée à 93%. Effectivement, on ne change pas une équipe qui gagne et on a ajouté à cette équipe les nouveaux qui sont arrivés pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler, vivre ensemble et apporter au Sénat toute la force qu'il lui faut. Aussitôt élu, le président du Sénat fixe les priorités du plan d'action à venir pour le mandat de 5 ans. Développement des infrastructures dans le but de donner de meilleures conditions de travail aux sénateurs, à vous et au personnel de notre Chambre. Et en second, l'optimisation des ressources et des compétences disponibles pour l'accomplissement de nos missions. Le 7 mai, place à la composition des 9 commissions de la Chambre haute. L'infrastructure est désormais complète. Les regards résolument tournés vers l'avenir. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, le vrai travail, ça va commencer en juin, j'espère. Si l'on croit la voie la plus autorisée du Sénat, pendant 5 ans, il s'agira d'engagement. Le signe sous lequel la Chambre place cette deuxième mandature. Et voilà, c'est parti. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Parlons à présent de cette coopération qui dure depuis 60 ans entre le Cameroun et l'Union européenne. En prélude à la journée de l'Europe qui se célèbre demain, 3 membres du gouvernement, dont l'ordonnateur du 11e Fonds européen de développement, sont allés magnifier l'apport de cette institution dans le développement du Cameroun. Arnaud Gueffak et Samuel Bonis. Sous le ciel de Yaoundé, le drapeau de l'Union européenne flotte fièrement. 60 années de coopération pleine. Coup de magnificence, ici au siège de la délégation de l'Union européenne, 3 membres du gouvernement dans la file d'une visite circonstancielle. Cagnotte annuelle d'investissement et d'appui devenue traditionnelle, plusieurs centaines de milliards de francs CFA. La coopération roule au bon sens. Cette coopération se poursuit. Je crois un élément marquant l'année dernière, c'était la mise en œuvre d'un programme d'appui budgétaire. On a fait un premier décaissement en fin d'année qui accompagne les réformes dans les secteurs d'élevage et le secteur d'agriculture. Donc je crois que c'est une évolution assez marquante. Un des bras forts de l'Union européenne dans ce confort de coopération, c'est le Fonds européen de développement, rendu au 11e palier. Un rythme d'engagement dont le taux pourra être porté à 73% au terme de l'année 2018. Les infrastructures en tête du déploiement dans la mise en œuvre. L'Union européenne a contribué au financement de beaucoup de projets d'infrastructures. La construction du pont sur la Cross River entre le Cameroun et le Nigeria, donc la maturité est arrivée à son terme et les travaux, effectivement parlant, devraient démarrer d'un moment à l'autre. Et en même temps, il y a un pont sur le fleuve Bangor entre le Cameroun et le Tchad. Il y a une ouverture encore plus grande à laquelle le Cameroun aspire, le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne. C'est un plan initialement de 4 milliards d'euros, mais par effet de levier qui va monter jusqu'à 44 milliards d'euros.
Donc le mécanisme, c'est que l'Union européenne met 1 euro et essaye de mobiliser des institutions de financement pour au moins 9 autres euros. Le Cameroun a fait une demande pour qu'une présentation de ce plan soit faite au Cameroun. Date obtenue pour ce coup de pouce économique du 4 au 8 juin prochain dans les villes de Yaoundé et Douala. Produits camerounais sont désormais labellisés à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le poivre de Pendia et le miel blanc d'Okou bénéficient d'une protection sociale. Les grands producteurs ont reçu le logo du label ce mardi à Yaoundé et les défis s'annoncent énormes. Ils ont la charge de produire et vendre ces produits partout dans le monde entier. Brond Kamga et Bertrand Tiassé. Le poivre de Pendia et le miel blanc d'Okou ont désormais le label de qualité. Des produits camerounais désormais compétitifs sur le marché international sous le label Indication géographique protégé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Permettre que le produit, dans sa qualité, dans ses caractéristiques, soit protégé, que le consommateur soit sécurisé lorsqu'il consomme l'un ou l'autre de ces produits, et pour que chacun de ces producteurs, les groupements de producteurs, tous ceux justement qui sont engagés dans cette activité, puissent tirer au plan économique la meilleure partie en termes de valeur ajoutée. La transmission du logo officiel des IGP au groupement des producteurs du poivre de Pendia très prisé sur la scène culinaire, ainsi que du miel blanc d'Okou dans le nord-ouest, a lieu ce mardi au siège de l'OAPI à Yaoundé, une aubaine. L'usage de ce logo est réglementé, les caractéristiques de ce logo sont codifiées, la manière d'appliquer ce logo sur les produits est également codifiée. Et c'est avec un ensemble de cahiers des charges qui seront remis aux producteurs, aux imprimeurs, et qui fait que le logo lui-même il est d'abord protégé avant de protéger le produit. Un défi à relever et ces produits seront particulièrement distingués avec toute la protection et la sécurité nécessaires, le fruit d'un long partenariat. Là, il faut capitaliser. Le poivre de Pendia, c'est environ 400 tonnes par an. Nous pensons que d'ici quelques années, notre production va tripler. Place donc à une production en quantité industrielle du poivre de Pendia et du miel d'Okou pour une meilleure compétitivité économique et l'enrichissement du patrimoine national camerounais. Suivez-moi, je vous emmène à présent à faire une petite balade au musée national de la cité capitale, cadre du Salon international du livre à Yaoundé, qui ouvre officiellement ses portes demain, mercredi. Avant le jour J, le décor est déjà pratiquement planté avec certains exposants qui procèdent aux finitions de leurs stands et d'autres, par contre, nous plongent déjà dans l'univers des différents ouvrages. Reportage Delphine Fonkotene et Hubert Nudje. Pharmacopée Baka et aliments curatifs Bantou. Le titre de cette œuvre de Kabien Sassa a presque guéri ce monsieur à la recherche de l'auteur depuis longtemps. Aujourd'hui, si je ne la vois pas, je ne rentre pas. Dès que je la vois là, une petite douleur que je sentais là-bas, au fond, je le sens plus. Amen. J'ai écrit un livre sur les plantes médicinales qui porte sur 303 plantes médicinales, soignant 214 pathologies. L'écrivaine répond présent ce 8 mai au Salon international du livre de Yaoundé, au même titre que Marie-Juline Guetté, venue de Douala avec un cadeau spécial pour les lecteurs de la capitale. Mon nouveau roman, Pour toi je porterai le voile, c'est la première fois qu'il apparaît ici, qui est apparu au public au Salon international d'Alger, qui a eu un très grand succès là-bas. Et je me suis dit, je veux voir si mon livre aura le même succès dans mon pays, et j'espère de tout cœur que j'aurai assez de lecteurs pour découvrir ce nouveau roman. Alors que les derniers coups de marteau se font encore entendre dans certains stands, c'est déjà la grande affluence à côté. Notre stand a exposé un livre très riche en histoire. Il s'agit de la lettre de la réunification que vous pouvez bien lire. Là, le livre nous relate toute l'histoire camerounaise. C'est l'occasion pour le public, les parents particulièrement, de venir regarder, de pouvoir prendre des livres, des bouquins pour les enfants. Ouvert ce 8 mai à Yaoundé, le Salon international du livre de Yaoundé donnera l'occasion de rendre hommage aux grandes plumes de la littérature venues de 16 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La 3e édition du CILIA offrira également aux lecteurs de quoi satisfaire les palais.
Quelle perception les Camerounais ont de l'unité nationale? On regarde ça avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Sur l'unité nationale à quelques jours du 20 mai, tous les Camerounais ou presque gardent en mémoire l'importance de vivre dans l'unité. Il se trouve au contraire que son vécu quotidien diffère selon le prisme déformant de chaque citoyen. Cas d'école, Manidem, le CPP et l'UPC rencontrés ce 8 mai à Douala, c'est avec Jean-Christian Akam et Guy Fotso. Les sons ne semblent pas totalement discordants entre Camerounais quant à la perception qu'ils ont de l'unité nationale, cas de l'Union pour la démocratie du Cameroun. Elle doit rejeter en bloc les divisions, les égoïsmes. Elle doit rejeter en bloc ce qui nous divise pour bâtir ce sur quoi nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Alors, le problème clanique, le problème ethnique, qui est en train de ressurgir au Cameroun et à éloigner. Pour le CPP, la tendance est plutôt vers un programme harmonisé, susceptible de consolider l'unité nationale. Nous pensons que cette année, le 20 mai plus que jamais, nous offre une opportunité pour pouvoir effectivement faire un aggiornamento, pour voir précisément ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce que nous vivons aujourd'hui. Et quant au Manidem, il est désormais temps de nous réconcilier avec l'histoire. Le Cameroun a une histoire du Grand Cameroun uni, qu'une dynamique coloniale est venue diviser en séparant cette grande entité. Je crois que donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est essayer de nous réconcilier avec notre histoire, d'essayer de construire une dynamique en dehors de la vision de la démarche coloniale. Chercher ce qui fondamentalement nous unit, essayer de construire, malgré nos différences, un vivre ensemble, Sans faire fi des embûches qui entravent la longue marche vers l'unité nationale, les Camerounais semblent faire chorus autour de ce socle à la 46e édition qui s'annonce à corps et à cri, détenir la promesse des fleurs. Ils sont parfois présents dans les stades. On a l'habitude de les voir également lors des accidents de tout genre ou alors pendant des catastrophes. Ce sont des bénévoles secouristes qui sont d'ailleurs célébrés ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge. Ils ne sont ni médecins ni infirmiers, mais leurs gestes de premier secours sauvent des vies. Pour les connaître davantage, je vous propose de suivre ce sujet de Monique Naoussi Fosso et Henri Chinda. Ils protègent, ils alertent les services d'urgence et ils exercent des gestes de premier secours sur une victime. Ce sont des secouristes essentiellement bénévoles dont l'intervention varie selon qu'on est en face d'un accident ou d'une catastrophe. Quand il y a accident, il faut rapidement intervenir. Maintenant, qui doit intervenir? C'est celui qui a au moins des connaissances à premier secours. Il peut être seul, mais ce qui est sûr, en route ou à la maison, il y a d'autres personnes qui peuvent venir au secours. Il les appelle maintenant et organise l'intervention. Surtout, le dégagement de la victime du lieu de l'accident vers un lieu sûr. La gestion des catastrophes demande d'abord l'autorisation de l'autorité. Lorsqu'une catastrophe arrive au niveau, intervient au niveau national, il faut que la protection civile et même le Premier ministère déclenche l'intervention. Un secouriste ne peut pas se lever alors qu'il y a un crash d'avion quelque part et il s'amène pour pouvoir travailler. Non. Or, s'il y a un accident quelque part, il peut facilement organiser l'intervention. Parfois, la précipitation à sauver une vie en cas d'accident aggrave l'état de la victime. Et le secouriste doit sauver sans y laisser sa peau. Pour la voie publique, nous appliquons ce qu'on appelle le PAS, PAS, c'est-à-dire protéger, alerter, secourir. Protéger, il faut d'abord pour se protéger soi-même et protéger la victime pour éviter un seul accident. Il reste aussi à espérer la promptitude des services d'urgence dans la chaîne de prise en charge. Si vous appelez le SAMU là maintenant, vous allez rester 2 heures, 3 heures, le SAMU ne viendra pas. Du moins, je n'ai rien contre eux. Mais pratiquement sur le terrain, ils n'ont pas de véhicules aptes à intervenir ou à venir régulièrement. Ce qu'il faut faire chez nous, c'est de chercher à évacuer la victime. Chez les autres,
les services de secours viennent trouver la victime, mais chez nous, c'est la victime qui doit aller retrouver les services à l'hôpital. On est secouriste après une formation sanctionnée par un diplôme. Le secouriste n'est ni médecin, encore moins infirmier. Le 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge, correspond à l'anniversaire de Henri Dunant, le Suisse, fondateur de la Croix-Rouge. Pour 2018, le thème de la journée mondiale de la Croix-Rouge est partout, pour tous, un sourire. L'athlétisme fait son petit bout de chemin aux Jeux universitaires de Marois. En plus des conditions climatiques parfois extrêmes, les athlètes font face à des infrastructures dignes de la période coloniale. Dans ce contexte, des performances sont difficiles à réaliser. Jeux universitaires 2018 ou la course dans un chantier, c'est le reportage d'André Mirabeau-Mahop, notre envoyé spécial à Marois. À défaut du tartan recommandé, cette année les COPS vont se contenter d'une piste d'athlétisme approximative, un mélange de terre, de poudre et de béton avec des virages parfois dangereux. Ce n'est pas vraiment ça. Si tu es dans les virages, bon, quand tu prends le virage, tu peux sortir, traverser ton couloir, aller de l'autre côté. La piste qui n'est vraiment pas très conforme, mais bon, vous savez, à la guerre, comment la guerre, même si c'était sur les pieds, on allait courir, donc il faut seulement faire, c'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde, donc on fait avec. Les aires de lancer réalisées à la va-vite n'ont rien de conventionnel. Au triple saut, 0 planche, le traçage approximatif est assuré par les chaussures des athlètes. Très difficile. Déjà, le terrain est un peu accidenté, c'est qu'il faut jeter les marques, donc on faisait avec seulement. Le seul moral était haut parce que la difficulté c'est pas pour toi seul, c'est pour tous les adversaires aussi, donc celui qui réussit à surmonter la difficulté gagne, c'est comme ça. Mais malgré tout, les téméraires s'imposent et décrochent des médailles. C'est une satisfaction très totale parce que hier, nous sommes passés à côté de la médaille d'or 1500 mètres, donc il fallait qu'on essaie de se rattraper et Dieu a vraiment permis qu'au bout de ces 12 tours et demi, nous puissions remporter cette médaille d'or. C'est compliqué mais on fait avec, c'est notre pays et on sait que quand ceux qui ont la charge verront les conditions, ils vont peut-être s'améliorer pour les prochaines éditions. L'athlétisme aux Jeux universitaires de Marois, plus qu'une épreuve, un combat contre la nature et les infrastructures en chantier. À suivre à 21h45 sur ces antennes, la grande interview. Jean